Bah, ça ne m'étonne pas. Si ça 75% des Français regardent LCI et lisent les journaux français, bien sûr, ils ont peur de la Russie. Merci d'être avec nous. Le sort de l'Europe se joue sous nos yeux en direct. Merci beaucoup Alexandre Orlov d'être là. Bonsoir. Vous êtes l'ancien ambassadeur de Russie en France. Ce qui marque la soirée, évidemment, c'est le téléphone entre les deux présidents, Trump, Poutine, avec cette demande si élevée de la Russie, cette surenchère, la Russie qui demande l'arrêt complet de l'aide militaire et du renseignement occidental à l'Ukraine. Arrêt complet, intégral. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce qu'on entre dans une surenchère qui, de toute façon, pour l'Europe en tout cas, est inacceptable? Écoutez, moi je vois les choses un tout petit peu différemment quand même. Je suis un diplomate, j'ai déjà participé dans le passé à une négociation avec les Américains du temps de l'Union soviétique sur les armements stratégiques. Je connais ce que c'est une négociation. Et je crois qu'aujourd'hui, on a assisté au début d'une vraie négociation pour préparer une paix solide et durable en Ukraine. Ça, ce sont des questions tellement compliquées et complexes qu'on ne peut pas les résoudre avec une baguette magique. Il faut négocier. Est-ce que ça veut dire qu'on met la barre là, en sachant bien quand même que c'est inimaginable, pour les Ukrainiens évidemment, mais même pour les Européens, peut-être pour les Américains, arrêter toute l'aide, ça voudrait dire tuer politiquement l'Ukraine? Oh non, pas du tout, puisqu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'on veut. Si on veut aller vers la paix, alors cette trêve ne doit pas être un répit après lequel l'Ukraine va recommencer la guerre. La trêve doit être la première étape vers la paix. Et c'est pour ça que si on continue pendant la trêve d'envoyer les armes, mobiliser des gens, on voit, c'est un marché de dupes. Les Russes, quand même, sont des gens méfiants et nous connaissons très bien leur jeu. Monsieur Orlov, la méfiance est partagée, c'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement. Chacun se réarmera, c'est évident, c'est normal. On ne peut pas empêcher la Russie de se réarmer, mais vous ne pouvez pas empêcher non plus l'Ukraine et l'Europe de se réarmer. Non. On ne peut pas empêcher, mais je crois qu'il y a d'autres moyens pour assurer la sécurité. Il y a des moyens diplomatiques. Souvenez-vous de tout ce processus de house control des années 70, l'acte final d'Helsinki, ça coûte beaucoup moins cher et ça a marché très bien jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Et attention, le réarmement que proposent Macron et les autres dirigeants de l'Europe va ruiner l'Europe, puisque les armes, vous les aurez au plus tôt dans 10 ans. Et dans 10 ans, la situation va complètement changer. Et même avec des sommes faramineuses qu'on veut payer pour leur armement, l'Europe ne pourra pas faire face à la Russie. Monsieur l'ambassadeur, la demande de l'Europe, la demande du président de la République, réitérée ce soir, c'est que les Ukrainiens soient autour de la table de négociation. Pour l'instant, ce soir, ce coup de fil, 2h30 de conversation. Trump, Poutine... Mais quand même, principal intéressé, en tout cas un des deux principaux intéressés, l'Ukraine n'est pas là. Est-ce que la Russie peut acceptera que l'Ukraine soit à la table des négociations? Non, bien sûr, à un moment donné, les Ukrainiens et les Russes, avec les Américains, seront à la table de négociation. Pour le moment, c'est le tout début du processus et les Américains joue très correctement le rôle de médiateur. Il négocie avec les Ukrainiens et les Russes pour voir où sont les possibilités de rapprocher les positions. Est-ce que vous imaginez que la Russie change à ce sujet? Je souligne que dans le communiqué ce soir, dans les deux communiqués, il n'est pas fait mention du président Zelensky. On a bien compris que le président Poutine aurait voulu évincer le président Zelensky. Mais Emmanuel Macron aurait-il réussi à pousser, à maintenir le président Zelensky? Non, écoutez... De toute façon, vous savez bien que le président Zelensky, malheureusement, ne décide rien. Il est toujours à la merci des gens qui lui payent. Avant, c'était l'administration Biden, aujourd'hui, ce sont les Européens. Ceux qui décident réellement... C'est un pays souverain, mais pas réussi à prendre. Un pays souverain. Pas réussi à prendre Kiev. Non, le pays est souverain, mais le président n'est pas légitime. Vous savez que son mandat a expiré au mois de mai dernier. Partant de guerre. Les élections auront lieu, il peut être réélu. De toute façon, on verra. Le jour quand l'accord de paix sera prêt, c'est pas lui qui va signer, puisque sa signature, sur le plan juridique, ne vaut
rien. Pardon, ou bien il sera réélu, il sera réélu. Non, oui. s'il est réélu, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on apprend maintenant, sirène d'alerte, de nouveau des bombardements, là maintenant, en ce moment, sur l'Ukraine. Ça donne pas évidemment une image très pacifique. Les combats continuent de deux côtés. Vous savez qu'aujourd'hui, les troupes ukrainiennes ont repris une offensive dans la région de Belgorod. C'est-à-dire, c'est de deux côtés. La guerre, elle continue tant que la trêve ne sera pas décrétée. Mais pour préparer les trêves, justement, les deux présidents Trump et Poutine se sont entendus que les deux délégations russes et américaines vont se rencontrer très très vite, quelque part au Moyen-Orient, pour commencer la négociation. Alexandre Orlov, vous êtes dans la diplomatie russe et soviétique depuis très longtemps. Vous avez commencé avec Gromyko, on l'appelait Monsieur Niet, c'était le ministre, disons, historique. C'est grand ami de la France. Il aimait beaucoup la France, je me souviens. Ah oui. Il était un peu nuancé, disons. Il y a déjà quelques réserves qu'on pourrait rappeler. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez ce rapprochement si grand entre les Américains et les Russes, entre Trump et Poutine? Pour beaucoup d'Européens, c'est un sujet d'inquiétude. Non. Peut-être les Européens, tout simplement, n'ont pas compris, mais je crois ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, c'était une vraie révolution. Puisque, à la place des bureaucrates, des néoconservateurs qui, depuis Obama, dirigeaient ce pays avec des buts complètement idéologiques, est venue une administration des gens qui ne sont pas des hommes politiques. Ils ont réussi leur vie dans l'économie. Donald Trump est un promoteur, Elon Musk est un homme d'affaires. Ce sont des gens avec une approche tout à fait différente de la politique. Ils veulent être constructifs, pragmatiques, développer la coopération. Et puis surtout, je crois ce qui est important aussi, Trump a fait revenir aux États-Unis les valeurs traditionnelles qui sont les nôtres. C'est-à-dire il y a une base pour se comprendre entre Poutine et Trump très très large. Est-ce qu'il y a une connivence idéologique? Chacun la nomme comme il veut. Le président de la République avait parlé d'international réactionnaire entre le conservateur Trump et le conservateur Poutine. Est-ce qu'il y a au fond un cousinage? Non. Ça, c'est trop simplifié. C'est un peu primitif quand même. C'est un peu ce que vous avez dit il y a quelques secondes. C'est un peu primitif. C'est vrai que du point de vue de leurs convictions, Trump et Poutine sont des conservateurs. Tout à fait, mais c'est pas une étiquette négative. Moi aussi, je suis né conservateur. Enfin, à l'époque, vous étiez communiste, vous serviez un régime communiste. J'étais communiste, tout à fait, mais écoutez, le temps a passé. J'ai pris de l'âge, je suis devenu conservateur. Est-ce qu'il y avait déjà ce germe en réalité? Certains disent ça. Il y a un texte magnifique de Georges Semprin qui va voir à l'époque Souslov, l'idéologue du Parti communiste, et comment dire, illumination. Il dit tiens, en fait, l'URSS est de droite. Est-ce qu'il y a au fond une tradition plus ancienne même? Non, c'est difficile. Moi, je peux dire que la période actuelle me rappelle la période du début de la détente, les années 70. Je me souviens très bien. Alors, le général de Gaulle a lancé le mot détente, mais la vraie détente, elle s'est opérée entre nous et les Américains. C'est Richard Nixon et Henry Kissinger qui ont préparé avec l'équipe de Brejnev les premiers accords, traités ABM, traités sur la limitation des armements stratégiques. Ils ont lancé ce processus qui a conduit quand même à une période de paix qui a duré jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Les Européens se font-ils une illusion? Quand on rappelle l'histoire, effectivement, Nixon-Brejnev, Kennedy-Khrouchtchev, quand on rappelle Yalta avec Roosevelt qui appelait Staline « Oncle Joe », en dépit des crimes monstrueux de Staline. En réalité, est-ce que les Américains ont une certaine tradition d'arrangement avec les Soviétiques et avec les Russes? Je dirais qu'il y a des traditions, certes. Et puis, nous sommes quand même les deux très grands pays. Quand on vit dans un très grand pays, il y a quand même une mentalité un peu différente des petits pays. Alors, nous savons que nous avons sur nos épaules une très grande responsabilité pour la paix. Et d'ailleurs, vous avez remarqué sans doute que Trump parle toujours du risque de la Troisième Guerre mondiale, puisque lui et la Russie, deux plus grands États nucléaires, ils comprennent le risque qui existe, que les autres ne comprennent pas. Alors attendez, vous dites grand pays, où est-ce que vous mettez la France? Un petit. Attendez, j'ai cru entendre petit. C'est un pays moyen. Si vous voulez, sur le plan militaire, c'est un petit pays.
Nucléaire. Oui, d'accord, mais quelques bombinnettes. Mais sur le plan, vous les prenez plus au sérieux que ça. Sur le plan de l'histoire, de la culture, de la civilisation, la France est un très grand pays. Mais sur le plan militaire, elle ne pourra jamais faire face à la Russie. Est-ce que vous avez une jubilation ? Tout ce qui transpire ce soir de Moscou, c'est la jubilation de traiter directement avec les Américains sans les autres. Non. Le mot est mal employé. Ce n'est pas du tout la jubilation. Il y a une satisfaction que finalement on a trouvé un partenaire à qui on peut faire confiance. Et moi, je vous dis que j'observe très bien les relations entre Trump et Poutine. Et je vois que Poutine a confiance pour Trump, ce qui est rare. C'est un homme qui est très méfiant des autres. Et là, ça promet qu'ils peuvent aller vers des choses vraiment importantes. La crainte de l'Europe, des Européens. Ce sondage Odoxa sur l'opinion des Français. 75% des Français pensent que la Russie représente un danger majeur pour la France. Ça ne veut pas dire le seul danger. Il y en a d'autres. Il y a l'islamisme, il y a la Chine, mais enfin, danger majeur pour la France de la Russie. Vous ne pouvez visiblement pas enlever dans la tête de 3/4 des Français que oui, la Russie, effectivement, est une menace. Ça ne m'étonne pas. Si 75% des Français regardent LCI et lisent les journaux français, bien sûr, ils ont peur de la Russie. Qu'est-ce que vous entendez qu'on transforme la réalité ? C'est manipulé. Bien sûr, c'est un lavage des cerveaux. En quoi ? C'est une manipulation. Posez la question, mais à quoi bon pour la Russie de conquérir l'Europe ? Quel est l'intérêt ? C'est déjà le plus grand pays. Et puis, on ne comprend pas la nature du conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine, c'est la fin de la désagrégation de l'Union soviétique. Alexandre Orlov, il reste que le droit international et le droit international. La Russie avait commis à l'intérieur de ses frontières déjà des crimes de guerre considérables. La Grozny, par exemple, contre les Tchétchènes. Là, c'est en dehors de ses frontières. Vous savez très bien que pour nous à l'Ouest, ça n'a pas le même sens. Justement, je suis d'accord que vous avez votre propre interprétation des crimes de guerre. Moi, je peux vous dire... En tout cas, les frontières. Les frontières, c'est pas libre interprétation. Non. C'est le droit international. D'accord, mais nous sommes en train de libérer les régions de Koursk. Et je peux vous dire, on a constaté des crimes de guerre commis par les Ukrainiens contre les civils qui disent qu'ils ont vécu sous l'occupation ukrainienne comme sous l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ici, j'ai entendu rien dire. Vous taisez complètement sur ces crimes de guerre. Alexandre Orlov, on parle vraiment de façon très équitable de tout et de tous les sujets, vraiment, et que ce soit dans la guerre d'Ukraine ou que ce soit au Proche-Orient, la question n'est pas là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand on regarde la réalité des opinions, de toute façon, est-ce qu'elles ne vont pas vers l'Ouest ? L'Ukraine, par exemple, est-ce qu'elle de toute façon, elle est perdue pour vous ? Quand on va en Ukraine, tout le monde sent bien que jamais Kiev ne sera russe. On n'a pas besoin de voir Kiev russe. Vous avez essayé de la prendre quand même, je vous rappelle, il y a 3 ans. Non, on est venu, mais pas pour prendre Kiev, pour mettre fin à toutes ces provocations. Non, on ne va pas faire le tourisme. Mais encore une fois, moi je connais beaucoup de Français. Et je peux vous dire que la situation en France me rappelle beaucoup la situation que j'ai connue en Union soviétique. Il y a la pensée unique, alors qu'il faut dire ce qu'on a vu dans les journaux. Il faut dire qu'on a peur des Russes. Et puis, chez soi, à la maison, on dit autre chose. Et quand moi, je rencontre beaucoup de Français à Paris, personne ne croit à cette menace. Quoi qu'il en soit, regardez, c'était des images du président de la République à la base de Luxeuil. Il y a un réarmement français. Est-ce que vous comprenez simplement que la France, de la même façon que pour se prémunir contre l'Union soviétique, qui avait ses missiles de la même façon dardés sur l'Europe de l'Ouest qu'aujourd'hui, voilà, c'est là, effectivement. Est-ce que vous comprenez que la méfiance, vous parlez de la méfiance, qui est toujours bonne conseillère, la France veuille se réarmer très vite pour être sûre d'être prémunie contre vous ? Écoutez, moi je pense que c'est une très très grave erreur. De toute façon, d'abord, la Russie n'a aucune intention d'attaquer la France, et d'autre part, avec tous ces efforts de réarmement, la France ne sera jamais ripostée à une attaque russe si elle vient un jour. Mais sans doute, elle ne viendra jamais. Comment vous croire ? Est-ce que vous pouvez vous engager ? Alors, sur la France, pardon, les pays baltes, parce qu'il y a un engagement, c'est l'article 5 de l'OTAN, c'est cet enchaînement que nous craignons ici en Europe de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez dire, jamais nous ne tenterons de prendre les pays baltes ? Bien sûr. Bien sûr, les pays baltes, ils sont déjà indépendants depuis 30 ans. Ils sont membres de l'OTAN, je crois, depuis 20 ans.
Jamais la Russie a eu une moindre tentative de les attaquer. À quoi bon? Vous connaissez la population de ces pays. Estonie, 1,3 million. Oui, enfin, Lettonie, 1,8 million. C'est l'accès à la mer, Moscou, enfin, etc. la seule ville de Moscou, c'est 12 millions. Mais de quoi parlons-nous? Vous disiez nous n'allions pas entrer en Ukraine. Vous êtes entré. Non, on n'a jamais dit ça. Ah, si. On a été provoqué. On a été provoqué. On a attendu 8 ans avec les accords de Minsk que les choses se règlent d'une façon pacifique. Hélas, rien n'a été fait. Alexandre Orlov, merci beaucoup.